J'appelle la réunion à l'ordre. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons 3 réunions, une réunion extraordinaire et une session de travail issue du report de la semaine passée et une réunion à huis clos. Une courte pause de quelques minutes sera prise entre la session de travail et la réunion à huis clos. Avant de constater le quorum, j'aimerais d'abord adresser au nom du Conseil nos meilleurs vœux de rétablissement au maire Guittard et nous espérons que sa convalescence sera brève. Aussi, nous reconnaissons que nous sommes sur la terre non ensemencée et non cédée du peuple Mi'kmaq. Nous reconnaissons avec respect la présence historique et continue du peuple Mi'kmaq sur ce territoire. Nous reconnaissons que les relations de nos ancêtres et le peuple Mi'kmaq, entre eux et la terre, sont décrites dans des traités de paix et d'amitié. Nous nous engageons à cheminer dans un esprit de vérité et de réconciliation en honorant la présence, la culture et les contributions des Premières Nations. Puis pour information, à la suite de la dernière réunion ordinaire, on a revisionné la discussion que nous avions eue lors de la séance de travail du 2 septembre 2025. La directive était de nous assurer, auprès de la Première Nation de Pabineau, que les libellés du mot de reconnaissance étaient adéquats. L'administration m'a confirmé que le texte de reconnaissance actuellement utilisé correspond mot pour mot à celui qui a été approuvé par le chef Richardson. Et puis, donc suite aux commentaires, il va y avoir une double vérification qui va être effectuée auprès du ministère des Affaires autochtones pour s'assurer qu'on utilise la bonne formulation là-dedans. Passons au point 1, de constatation du quorum. Madame la greffière? Oui, nous avons le quorum. Y a-t-il des déclarations de conflit d'intérêts? Aucun. Point 3, résolutions et arrêtés municipaux. 3.1, nomination du chef de police. Madame la greffière. Attendu que le chef de police de la police municipale de Belle-Baie, chef Roger Clavet, a annoncé son départ à la retraite. Attendu que le chef Clavet écoulera ses jours de vacances à partir du 1er mai 2026 et prendra sa retraite au plus tard le 30 septembre 2026. Attendu qu'en vertu de l'alinéa 11.1 de la loi sur la police, les membres du conseil doivent nommer un chef de police. Il est résolu que le présent chef adjoint, Mathieu Richard, soit nommé chef de police intérimaire de la ville de Belle-Baie à partir du 1er mai. Il est également résolu que Mathieu Richard soit nommé chef de police de la ville de Belle-Baie, cette nomination entrant en vigueur au plus tard le 30 septembre 2026. Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il quelqu'un pour en faire la proposition? Je propose. Proposé par Marie, appuyé par Annick. Avez-vous des questions? Les membres en faveur se prononcent en disant oui. Ceux contre un non. Adopté. Félicitations, Monsieur Richard, notre futur chef de police. D'abord, puis sans intérim, je vais vous donner l'occasion de vous exprimer sur ce point-là. Bonsoir tout le monde. Donc, mon nom c'est Mathieu Richard. Des événements comme ceux-ci, dans le temps des promotions, moi, ça me rappelle toujours à faire une réflexion de où est-ce que j'étais puis où est-ce que je suis présentement. J'ai commencé ici, je me souviens encore, c'était une belle journée de printemps, au mois d'avril. J'attendais pour faire mon entrevue. Puis j'étais stationné à la plage de Beresford, puis je me relaxais, je me reposais, je me préparais pour mon entrevue. J'ai baissé ma fenêtre, j'ai eu une belle odeur de la mer qui est venue, puis je ne suis pas natif d'ici, mais je suis natif d'à côté de la mer. Direct à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais chez nous. J'avais retrouvé mon deuxième chez nous. J'ai eu mon emploi avec la BNPP, puis j'ai commencé à réaliser les richesses qu'on avait dans la région. Les richesses naturelles, mais également les personnes avec qui je travaillais, les citoyens auxquels que je servais. Puis, au cours de ma carrière, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je pouvais faire pour mon poste de police plutôt que de dire c'est quoi que mon poste de police peut faire pour moi. J'ai commencé à m'investir dans mon poste de police. J'ai commencé à monter, j'ai entraîné des personnes dans le corps de policiers qui sont encore avec nous autres ici aujourd'hui, puis qui offrent un service exceptionnel à la communauté. J'ai commencé à gravir les échelons de leadership. J'ai pris différents rôles à l'intérieur du poste de police. Puis jusqu'à 2 ans passés où j'ai décroché un poste de chef adjoint. En travaillant comme chef adjoint, j'ai réussi à me rendre compte qu'avec l'équipe au complet que je travaillais, plutôt que de travailler avec juste une relève auquel je supervisais, je travaillais avec toute l'équipe au complet. J'ai travaillé sous le chef Clavette, puis je me suis rendu compte comment est-ce que j'ai eu des leaders exceptionnels au cours de la BNPP, puis le chef Clavette ne faisant pas exception. Puis c'est avec humilité, puis avec le plus grand respect que j'accepte mon rôle comme chef de police à la BNPP. Puis je veux, du fond du cœur, vous remercier pour la confiance que vous me confiez
à la ville de Belle Bay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis également les remerciements du Conseil au chef Clavé pour toutes ces années de service au sein de la BNPP, qui permet d'assurer une continuité dans la transmission du service. Merci beaucoup. 3.2, nomination d'un président d'Assemblée pour le point de la session de travail du 3 mars 2026, études complexes multisports. Madame la greffière. Il est résolu que, conformément à la loi sur la gouvernance locale, le conseil municipal désigne le conseiller Charles Doucet pour agir à titre de président d'Assemblée lors de l'étude du point 3.1, études complexes multisports, à la session de travail du 3 mars 2026. Vous avez entendu la résolution, mais avant de passer à un proposeur et un appuyeur, je vais donner une courte précision sur la résolution. C'est tout simplement que comme c'est sur une étude, c'est pas une surprise, c'est mon domaine d'activité, je me sentais plus utile à participer au débat plutôt que de présider, donc c'est pour ça qu'on a mis cette résolution pour respecter tout ce qui était l'esprit de la loi et de l'arrêté procédural. Sur ce, avons-nous un proposeur proposé par Olivier, appuyé par Gaston. Avez-vous des questions ? Non, les membres en faveur se prononcent en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Point 4. Propose de la réunion. Mais donc, on va passer tout de suite à la session de travail. Et travail. Oui. Pardon. Donc, session de travail, appel à l'ordre. Donc, avons-nous le quorum, Madame la greffière? Oui, nous avons le quorum. Des conflits d'intérêts? Aucun. Très bien. Et puis, au niveau de l'ordre du jour, on va intervertir le point... Il est proposé d'intervertir le point 3.2 et le point 3.1 en question de la participation de la consultante. Est-ce que ça prend une résolution ou c'est correct? Non, on n'a pas de résolution. OK. Donc, je vais donner la parole à Madame Mylène Roy pour l'étude de relance de l'écomarché régional. Bonsoir, Madame Roy. Bonsoir. Je pensais avoir quelques minutes de répit, mais à moi l'honneur de commencer. Donc, merci de l'invitation ce soir. J'ai malheureusement mes notes en papier. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais ça va bien aller quand même. Donc, je vais essayer de suivre la présentation et puis les notes en même temps. Donc, je vais commencer par me présenter pour ceux qui n'ont pas la chance, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, étant donné aussi que c'est ma première présentation ici. Donc, mon nom est Mylène Roy et je suis consultante en développement de projets. Entre autres, j'ai plusieurs chapeaux. Et puis, donc, j'ai un background vraiment, une formation en tourisme international, hôtellerie-restauration. Et puis, au fil des années, j'ai aussi eu la chance d'aller chercher une certification au niveau de gestion des ressources humaines et en management. J'ai près de 20 ans d'expérience en développement de projets, que ce soit en développement, en gestion de projets, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau touristique ou des projets d'affaires. Deux que j'aimerais mentionner ce soir parce que c'est directement en lien avec le mandat qui m'a été confié par la municipalité. Donc, le premier, deux mandats très, très importants pour moi, c'était la création d'un circuit dans le coin d'Edmundston dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014. Ça s'appelle Acadie Gourmet. Et puis, on a créé un regroupement de producteurs, distributeurs, transformateurs et restaurateurs pour vraiment faire la promotion des produits locaux et du domaine agroalimentaire dans la région. D'ailleurs, le circuit aujourd'hui existe encore et ça a vraiment créé une belle synergie entre les différents intervenants, puis encore 37 membres aujourd'hui. Et le deuxième, c'est l'ouverture du restaurant L'Écluse Halte Gourmande, aussi dans le secteur d'Edmundston, où j'ai eu la chance de passer 17 ans, malgré que je suis originaire de la région. Donc, au niveau de L'Écluse, c'était vraiment un restaurant qu'on a fait l'ouverture pour faire la promotion des produits locaux. Donc, le but était d'utiliser les produits
agroalimentaire du territoire de l'Acadie des Terres et Forêts, mais aussi de pouvoir en faire la vente sous une boutique. Donc, je suis une foodie dans l'âme. Donc, quand j'ai vu l'appel d'offres ou l'appel d'intérêt pour la relance de l'écomarché, c'est certain que ça m'a interpellée. Et puis, j'ai malheureusement juste arrivé dans la région de nouveau en 2021, donc j'ai seulement connu la fin du marché, mais je voyais déjà un beau potentiel. Donc, juste pour nous situer dans le temps un peu, donc il y a eu une offre d'emploi ou de service qui a été circulée à l'été dernier pour un chargé de projet ou un consultant pour voir si c'était possible de relancer l'écomarché de Beresford. En décembre, j'ai donc été mandatée pour un projet qui a été monté en 3 phases qui sont conditionnelles, bien entendu, à l'approbation du conseil municipal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui m'amène ici? C'est vraiment pour vous présenter au niveau de la phase 1 qui était le diagnostic, les consultations et la validation. Donc, le but de cette phase-là, c'était vraiment de réaliser des consultations auprès des producteurs, des artisans, des transformateurs pour documenter si il y a vraiment un intérêt réel à participer à un marché et c'est quoi les conditions aussi de succès ainsi que les formats et les lieux qui sont possibles. Au niveau de la méthodologie, c'est certain, je partais pas les mains vides. Il y a déjà eu un rapport en 2024 qui a été fait, qui est un plan de développement qui a d'ailleurs été fait par Mylène Ouellette-Leblanc, qui va passer après moi. Donc, c'était déjà une bonne base d'informations que je pouvais utiliser, mais le but n'était pas vraiment de refaire cet exercice-là. C'était vraiment de voir si les conditions étaient là pour la relance cet été. Donc, il y a plusieurs, quand même, des rapports des marchés sur les marchés à l'est du Canada que j'ai eu la chance de pouvoir voir. Le gros du travail a été fait au niveau des consultations individuelles, donc que ce soit des rencontres téléphoniques, en personne, virtuelles, des courriels, des échanges sur les réseaux sociaux pour vraiment consulter si les marchands potentiels seraient au rendez-vous si on lance un marché à l'été 2026. Et on a élargi un petit peu le mandat en cours de route. Je vous expliquerai pourquoi, mais j'ai aussi fait une analyse environnementale à 90 minutes à la ronde parce que à la base, ça n'a pas été long que j'ai vu certaines embûches dans la région. Donc, c'est important pour moi de comprendre d'où ça sortait. J'ai aussi rencontré le conseil d'administration de l'écomarché, les partenaires ou des partenaires potentiels, et une recherche et analyse sur les marchés, les meilleures pratiques qui se fait. Généralement, il n'y a pas beaucoup de documentation qui existe. Il y en a un peu en Nouvelle-Écosse, au Québec. Au Nouveau-Brunswick, c'est très rare que ça existe. C'est ici et là parce que c'est surtout encadré soit par l'Union des fermiers ou le département des pêches, aquaculture, agriculture. Le dernier, non le moindre, c'est certain que il fallait que la méthodologie ou les consultations soient basées sur des faits. Donc, j'ai établi des critères décisionnels qui permettaient vraiment de voir si l'ensemble des conditions sont réunies ou non pour une relance à l'été 2026. Je trouvais important aussi de vous fournir un peu d'informations de base sur les marchés. Quand on parle de marché, c'est quoi un marché? Donc, un marché des fermiers, c'est certain que ça a été mis en place par des agriculteurs pour vendre leurs récoltes. Au fil des ans, alors qu'on dépendait un peu moins sur les agriculteurs et un peu plus sur les épiceries, c'est certain que les marchés ont beaucoup évolué. Donc, ça a évolué et on a alors inclus d'autres types de marchands dans nos marchés. Un point qui est important à mentionner, le Nouveau-Brunswick, selon l'Union des fermiers, produit seulement 7% de ce qu'il consomme. J'attire votre attention sur la map que j'ai placée là. C'est un peu flou, mais je vous la résume. En fait, il y a 46 marchés recensés en date de 2024 au Nouveau-Brunswick.
Et ça, c'est des marchés vraiment qui ont été identifiés comme un marché qui pouvait qualifier comme un marché fermier. Donc, il y a encore d'autres types de marchés qui sont plus du type communautaire. Dans la région, vous pouvez voir sur la map, si on parle de 90 minutes à la ronde de Belle-Baie, il y a 8 marchés, dont il y en a même 2 présentement qui ne sont pas opérationnels. Donc, au total, on a 6 marchés. Si on regarde dans les autres régions, c'est certain qu'on voit une disparité. En premier, c'est vraiment au niveau du bassin d'agriculteurs qui produisent dans ces régions-là. Donc, moins on a d'agriculteurs, moins on va avoir de marchés nécessairement. Un autre point important au niveau de la principale attraction d'un marché. Donc, les gens voyagent ou visitent un marché principalement pour ce qui est l'alimentaire. Donc, que ce soit des produits frais de la ferme, des produits transformés, des produits prêts à manger, c'est vraiment ça qui est l'attraction principale d'un marché. Même qu'on parle d'un ratio de 50%, d'un minimum de 50% d'un marché devrait être alimentaire. Les artisans, bien que super importants dans un marché et dans l'économie régionale, sont là vraiment à titre pour prolonger la visite ou le séjour dans un marché. Donc, si on pense un peu l'analogie, on mange 3 fois par jour, donc c'est un peu normal qu'on va aller dans un marché pour se procurer des produits frais versus de s'acheter un produit d'artisan. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va faire à toutes les semaines. Donc, on voit vraiment la différence entre les deux. Les principaux constats de 2024 qui ont été ressortis dans le plan de développement, le premier était, et non le moindre, c'était vraiment le manque de visibilité et d'achalandage. Donc, ça, c'est vraiment issu des sondages qui ont été circulés en 2024 quand ça a été annoncé qu'il y avait une pause. Et puis, donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Puis, on se dit toujours qu'est-ce qui vient avant, la poule ou l'œuf. Donc, dans le fond, on manque de visibilité parce que même il y a des gens qui ne savaient pas que le marché se situe à l'intérieur du Sportec parce que c'était entièrement à l'intérieur. Mais donc, on manque de visibilité, on manque d'achalandage. On manque d'achalandage, c'est certain qu'il y a des marchands qui ne seront pas au rendez-vous et s'entraînent toujours un cercle vicieux à ce niveau-là. Le deuxième, c'était vraiment au niveau de l'offre agroalimentaire qui était insuffisante, autant au niveau du frais, du transformé et l'option pour les gens de pouvoir déjeuner ou dîner sur les lieux. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de cette analyse-ci, ce que j'ai fait, j'ai concentré principalement mes recherches sur des marchands potentiels du domaine ou du niveau agroalimentaire. Ce qui veut dire que c'est soit des fermiers, des producteurs de viande, la matière première, dans le fond, des produits transformés ou encore certains restaurateurs qui pourraient être intéressés d'offrir des produits pour le déjeuner ou le dîner. Et le troisième point qui était aussi très évident, c'était au niveau de la gouvernance. Donc, on a constaté, et moi et l'autre Mylène, au niveau... il y a plusieurs disponibilités ou plusieurs membres du conseil d'administration qui ont vraiment la volonté de progresser, de faire changer les choses, mais la réalité demeure que c'est un conseil bénévole qui, eux aussi, sont marchands dans la plupart des cas ou ont d'autres responsabilités qui font en sorte que le temps qu'ils peuvent consacrer à l'organisation d'un marché à tous les samedis est plus limité. Donc, il est aussi apparu au fil des discussions que le rôle et les responsabilités d'un conseil d'administration n'étaient pas nécessairement clairs pour tout le monde et ça a probablement beaucoup affecté au niveau de l'organisation et de la capacité de gouverner le conseil d'administration et le marché. Donc, ces constats-là, ou ce constat-là surtout, remet aucunement en doute ou en question la bonne volonté des gens qui sont présents sur le conseil d'administration. On veut tout simplement noter qu'un modèle qui repose sur un conseil d'administration bénévole a des limites très importantes au niveau
de l'engagement, puisqu'ils ont d'autres responsabilités, ils sont marchands, et puis ça devient beaucoup plus difficile. Maintenant, je vous ai parlé de 6 critères décisionnels. Je vous les nomme ici. Donc, c'était vraiment pour éviter d'avoir une analyse qui est subjective. Et donc, la démarche a été structurée autour de ces 6 critères-là. Donc, on veut s'assurer d'avoir une offre alimentaire minimale, un niveau d'engagement réel des marchands. Donc, quand j'ai questionné les marchands, c'était vraiment est-ce qu'ils sont intéressés avec conditions, ou ils sont pas intéressés, ou on avait aussi l'option de peut-être qu'ils seraient intéressés à offrir leurs produits au marché, mais qu'il n'était pas nécessairement possible pour eux d'être présents sur place. Donc, auparavant, il y avait un kiosque partagé, donc on a quand même offert cette possibilité-là. Le troisième critère, c'était la capacité municipale à soutenir un format de marché, que ce soit au niveau ressources humaines, financières, organisationnelles. La quatrième, c'était au niveau de la visibilité. Est-ce que c'est possible d'être visible à partir des axes de circulation, à partir du site déterminé? Le cinquième, au niveau d'avoir une structure claire et fonctionnelle, une structure de gestion, donc qui est responsable le samedi ou le jour du marché s'il y a des décisions opérationnelles à prendre. Et le dernier, bien entendu, il faut que ça soit aligné avec les priorités municipales. Donc, est-ce que c'est un rassemblement communautaire? Est-ce que ça encourage les micro-entreprises? Et aussi, potentiellement, à moyen terme, est-ce que ça a un potentiel d'être un événement touristique aussi? Donc, au niveau des constats 2026, là, ça pourrait être perçu un peu négatif en commençant. Je vous rassure que ça devient plus positif, mais je vais d'abord mettre les cartes sur la table au niveau des constats qui ont été très rapidement constatés. Premièrement, c'est qu'un modèle hebdomadaire n'est pas viable. Donc, un modèle de marché à toutes les semaines n'est pas viable. Et les deux raisons principales, vraiment, c'est au niveau de la capacité limitée des marchands et d'un bassin restreint de producteurs. Donc, dès les premières personnes à qui j'ai parlé, on me mentionnait déjà, je suis à un marché le samedi, puis toutes les options étaient sur la table. Donc, dans le fond, c'était vraiment à titre exploratoire. Est-ce que vous seriez intéressé à participer à un marché? Ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche, ça peut être un soir, ça peut être un après-midi. Donc, c'était vraiment exploratoire au niveau de format, au niveau de durée, au niveau d'endroit. Et ça a été très, très, très fort comme réponse soit qu'il n'y avait pas la capacité en production, en ressources humaines, ou qu'il était tout simplement déjà dans un marché. Donc, c'est ça vraiment qui m'a poussée à aller faire tantôt ce que je parlais d'une analyse environnementale. Donc, je suis allée à 90 minutes à la ronde, qui est une distance considérée comme normale pour voyager, et c'est ce que j'ai constaté aussi dans d'autres marchés qui attirent des marchands. Donc, dans la région avoisinante, à l'intérieur de 90 minutes, il y a 10 marchés. Il y en a des communautaires un petit peu plus petits et il y en a un peu plus structurés. Sur 10, il y en a 7 qui sont le samedi matin. Donc, vous pouvez vous imaginer que si on a un bassin restreint de producteurs, est-ce que c'est possible pour eux de venir dans un marché à Belle-Baie le samedi matin? La réponse est non. Par contre, il y a quand même des tendances qui ont été observées. Puis ça, je vais le mentionner rapidement. Là, il y a différents formats qui sont aussi dans les régions. Il y a un marché de mercredi soir qui est beaucoup plus axé sur l'animation musicale. On a aussi un marché du vendredi après-midi à Newcastle. Il y a différents formats qui ont déjà été explorés aussi dans la région. Notamment, je vous dirais que dans la région immédiate, là, le marché qui est le plus ressemblant à un vrai marché de fermier, là, c'est celui à Caraquette.
Puis il faut le dire qu'ils ont une permanence. Donc, dans le fond, il y a une direction générale. Et c'est très, très, très dépendant sur l'offre agroalimentaire et aussi éducative parce qu'ils organisent des ateliers, etc. Donc, ça, c'est un marché qui est très performant dans la région. Du côté du Restigouche, il y en a plusieurs, des très petits marchés, mais j'ai constaté aussi qu'ils avaient beaucoup élargi leur offre. Donc, il y a certains marchés qui vendent des produits usagés comme vente de garage. Il y en a certains qui autorisent aussi les entreprises de marketing de réseau, etc. Donc, ils ont dû vraiment élargir pour essayer d'attirer davantage de visiteurs pour eux. Donc, dans les constats, c'est certain que notre offre alimentaire est insuffisante pour une fréquence élevée. Et vraiment, il y a des risques financiers et opérationnels très élevés pour un format hebdomadaire. Je viens beaucoup plus positive. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça ne signifie pas qu'il y a une absence d'intérêt pour un marché. En fait, 62% des marchands potentiels qui ont été consultés sont intéressés. Donc, quand j'ai commencé à vraiment parler de formats un peu plus ponctuels. Donc, on ne parle pas d'un marché à tous les samedis, de la possibilité de faire un marché un autre jour que le samedi aussi. Les discussions ont vraiment tourné positives très, très, très rapidement. Ensuite, ça ne signifie pas non plus qu'il y a une absence de potentiel agroalimentaire. Je veux dire, notre région a déjà été beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui au niveau de l'agriculture en tant que telle. Donc, il suffit juste de leur offrir peut-être un endroit structuré, mais aussi qui va répondre, qui va respecter la capacité de tout le monde. Ça ne signifie pas qu'on a une absence de noyau de marchand non plus. Ce que ça signifie vraiment, c'est que le modèle doit être ajusté à la réalité et à la capacité du milieu. Donc, on parle vraiment du milieu agroalimentaire. Ça doit être ajusté en fonction de qu'est-ce qu'ils peuvent accomplir réalistiquement. Donc, l'orientation que je propose aujourd'hui, c'est la création d'un nouvel événement qui est un marché régional ponctuel et qui aurait lieu le dimanche. Donc, on parle de 5 à 7 événements par saison. On parle d'une vocation agroalimentaire et éducative. Je pense vraiment... donc, dans le fond, les restaurateurs, les producteurs doivent être au centre de l'offre et être très visibles. Et c'est important aussi d'offrir un volet éducatif à l'intérieur. Le potentiel est là. Il y a des discussions qui ont lieu aussi entre des producteurs, d'après mes discussions, des producteurs de la péninsule acadienne qui sont en train de coacher des gens de la région au niveau de l'agriculture. Donc, le momentum est quand même là, mais c'est important d'inclure un volet éducatif et que l'agroalimentaire soit mis en avant-plan. Ensuite, bien entendu, on va avoir un format qui est structuré, proportionnel, et avec une organisation qui est municipale. Donc, je tiens vraiment à préciser, c'est pas une relance du modèle antérieur, c'est vraiment la création d'un nouvel événement municipal qui est adapté aux capacités, qui aura un nouveau nom et une nouvelle identité aussi. Donc, au niveau je vais y revenir, là, au niveau du site, je privilégie encore le Sportec et je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est important d'être capable d'être à l'extérieur du Sportec aussi pour être beaucoup plus visible. Et aussi au niveau de la signalisation et de la publicité qui doivent être augmentées de façon significative. Donc, pour vous dire, j'ai aussi exploré d'autres formats qui sont, comme je vous ai dit tantôt, soit des formats de soir, des formats d'après-midi, des formats où on élargit beaucoup plus, mais en me basant sur les 6 critères décisionnels, le format ponctuel à vocation agroalimentaire est vraiment celui qui répond le mieux aux critères, mais aussi à la vocation d'un marché. C'est un marché pur et simple. Est-ce qu'on peut le faire à toutes les semaines? Présentement, c'est non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra jamais le faire à toutes les semaines? Non plus. C'est très
probable qu'éventuellement, ça serait faisable, mais dans les conditions actuelles et avec les marchands disponibles et la capacité du milieu, c'est pas le cas présentement. Au niveau du site proposé, je vous l'ai dit, l'intérieur et extérieur du Sportec, un réaménagement pour mettre l'offre alimentaire beaucoup plus en évidence, de l'animation musicale extérieure, un volet éducatif qui doit aussi être intégré, soit par voie de mini-conférences, des ateliers expérientiels, etc. On veut vraiment que les gens prennent goût à l'agriculture, donc non seulement qu'ils peuvent se procurer des produits frais, mais aussi pourraient eux aussi décider de se partir en agriculture. Pourquoi le Sportec? Il y a 4 principaux facteurs. Il y a un très, très haut taux d'achalandage naturel, ce site-là. Que ce soit avec le parc, que ce soit avec la cantine, que ce soit avec la plage, la passerelle. Il y a énormément de gens qui passent là à tous les jours. Il y a du stationnement non seulement sur le site, mais aussi à la proximité du site. Malheureusement, on est encore dans l'ère où on aimerait stationner devant la porte. Donc, ce site-là répond à ce critère-là. C'est aussi le site qui nécessite le moins d'investissement à court terme et qui, selon moi, a le plus haut potentiel de développement à moyen terme aussi. Et j'y reviendrai dans pas très long. La gouvernance proposée, donc une coordination municipale directe avec une ressource municipale attitrée, une ressource externe aussi pour structurer, mais pour combler aussi, parce que c'est certain que lancer un nouvel événement, mettre sur pied un nouvel événement demande des ressources à l'interne. Donc, est-ce que la municipalité a la capacité pour faire un format ponctuel? Oui, mais c'est certain que plus ça va être appelé à grandir, plus il devra avoir des ressources municipales à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'au niveau d'une relance, on suggère vraiment une ressource externe pour donner un coup de main. Et très, très, très important, donc un comité aviseur avec un rôle consultatif. Donc, c'est important que si on veut faire un événement à la hauteur du milieu agroalimentaire, il faut qu'il soit inclus, il faut qu'il soit consulté, il faut qu'il soit en priorité aussi. Et donc, on parle du volet agroalimentaire, éducatif, artisan, communautaire. Donc, c'est important vraiment d'avoir un comité aviseur à ce niveau-là. Il y a d'autres sites que j'ai, en passant, je veux juste revenir, là, il y a d'autres sites que j'ai analysés, mais vraiment au niveau sécurité, stationnement, potentiel, niveau d'investissement aussi, ça vraiment, le site retenu demeure le Sportec. OK. Au niveau du cadre budgétaire, c'est un petit peu petit, mais je pense que c'est plus gros à votre écran, là. Donc, c'est vraiment... j'ai fait un cadre budgétaire en 3 niveaux. Donc, un scénario qui est plus pessimiste avec une portée minimale, très peu d'investissement, mais aussi très peu de retombées. Un scénario qui est réaliste, donc on offre un équilibre. Et un scénario qui est plus optimiste, donc on a davantage de marchands, davantage de marchés aussi. Donc, si vous voyez là, puis ce qui est vraiment la décision, là, ça repose vraiment sur la capacité de la municipalité à au moins être capable d'offrir le scénario réaliste, qui est 6 marchés cet été, de la fin juin à la fin août, incluant un marché à l'automne, donc un marché des récoltes. Vous voyez au niveau des revenus, c'est pas ça qui a un marché ne génère pas beaucoup de revenus nécessairement par lui-même. Je ne passerai pas chacune des postes budgétaires, mais vous avez quand même l'ensemble sur la présentation ici, sur le rapport final. J'ai pas compté, juste une petite note, j'ai pas compté aucune subvention salariale, mais habituellement, au niveau des étudiants, la municipalité pouvait fournir des étudiants, donc en ce moment-là, il y aurait une subvention salariale qui pourrait couvrir la partie des étudiants. Au niveau des dépenses, c'est certain qu'ici, on parle là, d'un scénario de relance. Donc, c'est un scénario où il faut quand même investir
dans des choses qu'on n'investirait pas nécessairement à toutes les années dans un marché. Donc, on parle d'équipement, on parle de signalisation, on parle de graphisme pour relancer une nouvelle image de marque. On parle aussi, tantôt je vous ai dit, on a besoin d'avoir quelque chose à l'extérieur, donc il faut faire l'achat de tente avec les poids. Il y a aussi une question des bornes Wi-Fi parce qu'on avait un problème de paiement électronique à l'intérieur. Donc, tout est inclus à l'intérieur de ça, ainsi que les ressources humaines que ça peut prendre pour l'organiser. Et au niveau la même chose ici au niveau de promotion et repositionnement. Donc, une nouvelle image, le graphisme, la publicité locale. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'il y a une subvention salariale étudiante qui pourrait réduire ce déficit-là. Vous voyez que chacun des scénarios est en déficit. Et puis, je vous l'explique après, là. Donc, dans le fond, c'est certain que ça ne comprend pas, par contre, la préparation du site. Habituellement, il y avait les kiosques et tout ça qui étaient installés par les travaux publics. Et puis, le développement de partenariats peut considérablement réduire le coût au niveau de l'animation aussi que je propose. Mais c'est sûr qu'il y a un petit revenu aussi qui est associé. Donc, si on fait un, ben ça coupe aussi le revenu. Je veux mentionner aussi que ce qu'on parle ici, c'est pas un projet commercial, là. C'est un projet de développement territorial. Donc, à même titre qu'on organise des activités communautaires, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on va faire un profit. Il y a un coût à un marché. C'est certain que le coût est beaucoup plus élevé dans les premières années, mais à ce moment-là, c'est au conseil municipal de voir si l'outil de développement régional en vaut la chandelle, dans le fond. Et puis, donc, c'est le déficit qu'on anticipe, là, ça reflète un investissement qui est structurant pour une première année. Maintenant, pourquoi un marché public n'est pas conçu pour s'autofinancer? Bien, comme j'ai dit tantôt, c'est un outil de développement territorial. Ça vise à soutenir les micro-entreprises et la relève agricole, à structurer l'offre alimentaire du territoire, à augmenter l'accessibilité aux produits fermiers, à créer un lieu de rassemblement communautaire et à générer des retombées pour l'économie. Donc, c'est pas de savoir si ça s'autofinance, mais plutôt de savoir s'il y a une valeur suffisante pour justifier l'investissement municipal. Bien entendu, si on développe un marché, on veut s'assurer qu'on développe aussi des indicateurs de succès à moyen terme, à court terme même. Donc, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour voir si au bout d'une année, on a le succès qu'on veut, donc le nombre de marchands et la fréquence, le pourcentage de kiosques agroalimentaires. Je vous ai mentionné tantôt qu'on vise éventuellement le 50% pour être vraiment considéré comme un marché des fermiers. Le nombre de visiteurs par semaine ou par marché, le taux de participation au volet éducatif, la satisfaction globale des visiteurs et des marchands. Donc, c'est tous ces critères-là qu'on peut se baser dessus pour voir si l'initiative est un succès. Ici, au niveau des perspectives de développement à moyen terme, la ville de Belle-Baie a vraiment une occasion unique de se positionner sur le développement agroalimentaire régional, puis de s'assurer que les citoyens ont accès à des produits frais de qualité. Il y a aussi plusieurs municipalités qui ont mis en place des initiatives pour stimuler leur offre agroalimentaire. Je peux nommer 3 exemples. Dans le fond, on a Tracadie qui, eux, ont décidé, et c'est ce que je suggère aussi dans le budget, de permettre aux agriculteurs locaux de vendre leurs produits gratuitement sur le site. Ça ne représente pas un énorme frais de perdu, mais ça encourage vraiment les gens qui ont des récoltes à vendre de venir les vendre au marché. On a aussi la municipalité des Hautes-Terres qui récemment, ont fait l'achat de terres agricoles. Ils les ont revendus à moindre coût à un agriculteur notamment, et puis je sais qu'il y a d'autres projets en discussion.
Et il y a aussi la ville de Moncton qui, eux, ont vraiment un plan d'agriculture urbaine pour inciter les gens à jardiner à l'intérieur des limites de la ville. Donc, il y a plusieurs municipalités qui ont commencé à se positionner à ce niveau-là aussi. Et je vous dirais que la majorité des marchés qui sont fonctionnels ont aussi une subvention des différentes municipalités, mais soit la subvention ou aussi accès aux lieux de façon gratuite, du support municipal, etc. Donc, ce n'est pas toujours de façon financière. J'ai presque terminé. Donc, puis aussi, je tiens à mentionner, je trouve ça drôle un peu parce que là, le Congrès mondial acadien 2029 sera dans la région. Puis, tout ce qui est au niveau des initiatives agroalimentaires, c'est quelque chose qui est très attirant pour des touristes et on a potentiel de pouvoir aller développer quelque chose. Mais aussi, il va sûrement... Je ne peux pas dire 100% des cas, mais dans la majorité des congrès mondiaux acadiens, il y a des fonds pour le développement pour s'assurer que chacune des régions ait un leg du congrès mondial acadien. Donc, ça pourrait faire partie éventuellement. J'aimerais attirer, tantôt je vous ai parlé de potentiel de développement à moyen terme ou long terme. J'aimerais attirer votre attention sur l'image. Vous savez que présentement, le marché a toujours été offert dans la grande surface de glace. Après avoir visité les lieux, on a un potentiel très, très, très intéressant d'offrir un marché plus convivial et structuré. Dans la section où c'est l'ancien bingo hall, comme dit, là, où aujourd'hui, c'est Manger Frais Chaleur qui opère. Donc, à ce niveau-là, c'est certain. Puis après ça, ça, c'est la partie beaucoup plus alimentaire. Et il y a possibilité de faire des kiosques dans les zones bleues-grises que j'ai délimitées à l'extérieur, qui font en sorte que ça serait un marché très intéressant pour les gens à venir voir. Et s'il mouille, on a toujours la possibilité de le bouger à l'intérieur. Ça, je vous lance cette idée-là. C'est certain que ça prend des investissements capitaux pour arriver à faire ça, parce que la salle de bingo, en tant que telle, aujourd'hui, a besoin d'amour et on aurait aussi besoin de relocaliser au niveau de l'eau, de l'électricité, etc. Donc, il y a des coûts pour ça, puis ça pourrait être analysé ultérieurement, mais il y a quand même un très haut potentiel à moyen terme. Donc, ma dernière diapo, les prochaines étapes, c'est certain que si on décide de lancer un marché à l'été 2026, on est rendu en mars. Fait que c'est quelque chose qu'il faut quand même que le conseil se positionne rapidement dessus. Les délais sont très serrés pour l'obtention des permis, des licences pour vendre. J'ai des marchands qui m'ont dit que ça leur a pris 2 mois l'année passée à obtenir leur permis une fois qu'ils avaient connu les dates des marchés. Donc, 2 mois, c'est quand même assez long pour être capable de confirmer ta présence. Il faut aussi les marchands qui veulent planter, qui veulent semer, donc il faut qu'ils planifient. Il faut planifier la logistique, on crée un comité aviseur, il faut réorganiser à l'interne. Donc, il y a quand même plusieurs étapes qui s'en suivent, qui doivent être enclenchées très rapidement si on décide qu'on veut relancer un marché en 2026. Fait qu'à ce moment-ci, je vais respirer. En tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup. Donc là, quand on doit décider rapidement, est-ce qu'on a rapidement des questions? C'était limpide. Pas de questions? Vraiment aucune. Bon, c'était vraiment excellent apparemment. Merci beaucoup, Madame Roy. Merci. C'était... Juste quand vous dites, au niveau des délais, quand vous dites c'est pressé, c'est quoi? On parle de quelques semaines, 1 mois, 2 mois? On parle de le plus rapidement possible, mais idéalement, d'ici la fin mars, il faut commencer à enclencher des choses. Si on dit qu'à la fin juin, on veut organiser un marché. Donc, c'est quand même quelque chose qui est là. Si vous me dites qu'est-ce qu'on fait si on attend l'année prochaine, peut-être quelqu'un a la question qui est dans la tête, qui leur brûle, je peux déjà y répondre. Le momentum est là, oui. Est-ce que si l'année prochaine, on attend,
Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est certain qu'il y aura du travail de terrain à refaire et recontacter tous ces gens-là pour assurer qu'on a encore la masse critique des gens qui sont intéressés à venir dans un marché à Belle-Baie. D'accord, merci. Brigitte, une question? C'était justement ce que j'étais pour ajouter. C'est maintenant ou on ne sait pas quand. Puis je pense que pour le bénéfice de tout le monde, autant des marchands, autant de nos petits producteurs que notre population à Belle-Baie, ainsi qu'aux touristes potentiels, je crois qu'il faut faire des efforts pour relancer l'événement selon un modèle comme Madame vient de nous proposer. Merci. Puis au niveau du conseil, est-ce qu'on a une session de discussion prévue par la suite pour... Oui, donc on aura l'occasion de discuter, de dire la machine si elle se met en place ou pas. Merci encore. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Donc maintenant, nous allons revenir au point 3.1, l'étude complexe multisport par Madame Mylène Ouellette-Leblanc. Et je vais laisser la chaise de président au conseiller Doucette. Bonsoir tout le monde. On va sauter bonjour Mme Ouellette. On va sauter tout de suite au point 3.1, qui était 3.2. La présentation pour le complexe multisport. Désolée, je pensais que j'allais arriver juste à temps. Mais là, mes enfants sont jeunes ados, puis ils ont pris l'auto, puis pour eux autres, je pensais pas que tu étais si pressé que ça. Puis là, ils l'ont ramené l'auto, pas de gaz. Ça, j'étais vraiment de bonne humeur. Bon, premièrement, le centre multisport, c'est sûr que c'est un gros projet. Ça représenterait des investissements. Mais après avoir vérifié, c'est sûr qu'on a eu une visite, on a eu plusieurs choses qui ont été évaluées, mais plus vers la fin aussi, puis je ne l'ai pas mentionné dans le rapport parce que c'était une autre étude, mais il y a du travail qui avait été fait au niveau des infrastructures dans la région Chaleur. Quelques années passées, il y avait un comité qui avait été mis sur place au niveau du sport avec la Commission des services régionaux, au niveau des loisirs. Puis au niveau de multisport, je trouve que c'est quelque chose qui est ramené un peu sur ceci, c'est que je pourrais y en faire référence un petit peu après. Donc, pourquoi ce projet? On va regarder les objectifs un peu que j'ai passés dans ma présentation. Donc, le contexte, justification, besoin de la population et la portée régionale, description du concept, puis le scénario d'aménagement qui pourrait être proposé, l'analyse de la fréquentation puis la viabilité financière, les retombées économiques puis sociales, la gouvernance puis un peu le modèle de gestion qui est recommandé, les choix stratégiques, soit au niveau de la surface puis l'orientation, et la mise en œuvre, vision puis l'impact à long terme. Donc, pourquoi ce projet? C'est clair que dans la région Chaleur, on avait été approché initialement pour des certains sports spécifiques, mais c'est pas juste... On est revenu souvent sur le pickleball lors des présentations, lors des visites, mais c'est clair qu'avec les discussions de plusieurs associations et groupes sportifs et même de loisirs, qu'il y a un manque d'installation intérieure, on dit moderne, mais juste manque d'installation intérieure, point. Que ça soit le volleyball, que ça soit le basketball, le badminton, pour les plus jeunes, quand que pour les plus vieux aussi. Il semble avoir ce manque-là puis ce besoin-là dans la région. Un climat limitant l'activité physique annuelle. Donc, il y a plusieurs de ces sports-là qui peuvent juste se faire à l'extérieur. Donc, les endroits sont très limités quand ils peuvent le faire à l'intérieur. Saturation des gymnases, un peu comme mentionné, puis le vieillissement démographique. Puis celui-là, je le mentionne parce que, il y a beaucoup d'installations, on dirait, qui est axé sur les jeunes d'école, les associations sportives, mais on a moins d'installations qui est disponible pour les personnes qui vieillissent un peu puis qui veulent continuer à bouger. Puis le vieillissement de la population
je trouve que ça a un impact important sur le mieux-être. Donc, on pense tout le temps au niveau de la santé. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé au niveau de la santé dans la province ou dans toutes nos municipalités, mais on ne pense pas assez au mieux-être de notre population pour éviter des coûts au niveau de la santé. C'est qu'on essaie de penser à ce côté-là, puis la population vieillit et on veut les faire bouger. Qu'est-ce que ce centre va-t-il servir? Donc, oui, on parle ici de Bell-Bay, qui est une population qui a grandi, on est rendu 14 000 et plus, mais on parle de plus que juste Bell-Bay, on parle de la région Chaleur, c'est un besoin qui expande de partout, là, même si ça serait un centre qui serait ici, qui servirait la municipalité, ça serait quelque chose, je pense, qui serait convoité de toute la région au complet. Ça serait convoité par les associations sportives, les écoles, les nouveaux arrivants, puis les aînés. Donc, dans l'étude, c'est sûr qu'il y a plusieurs différents formats qui peuvent être évalués, mais ce que j'ai fait, c'était, puis on va en détail un peu dans l'étude, tu as les options d'un plus petit centre, puis après ça, l'option 2 d'un plus grand centre. Mais les deux auraient des plateaux polyvalents. Puis quand je parle de plateaux polyvalents, je veux dire qu'à un moment donné, je vais en discuter plus tard aussi, mais il faudra décider quelle sorte de plateau qu'on veut, puis après ça, voir de quelle façon qu'on veut le modifier, que ça soit des planchers amovibles que tu peux changer puis tu peux mettre de côté pour être capable d'offrir la disponibilité à plusieurs sports d'accéder à l'infrastructure. J'ai évalué beaucoup de sports, mais comme là, je mentionne pickleball, volleyball, badminton, la marche à l'intérieur, qui est de plus en plus convoitée un peu partout. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres sports qui m'avaient été approchés. J'ai eu beaucoup de discussions avec différentes associations, différents intervenants. J'ai eu le tennis aussi, qu'on en parlait beaucoup, mais je pourrais plus expliquer plus tard un peu pourquoi que certains sports, c'est moins recommandé selon l'infrastructure, parce qu'à un moment donné, les coûts peuvent venir très élevés si on veut plaire à tout le monde aussi. La fréquentation et la viabilité. Donc, j'ai évalué des différents moyens, des différents montants d'argent au niveau du budget, puis j'ai essayé de voir, en étant conservatrice aussi dans les montants, puis je pense pas que j'ai exagéré non plus, parce que si je regarde la fréquentation dans les différents sports qui se passent dans la région, je pense vraiment que c'est un chiffre qui est très atteignable, entre 250 à 400 utilisateurs par semaine. Au niveau des dépenses, au niveau de l'année pour ce genre d'infrastructure-là, puis ça inclut les salaires, c'est 328 000 par année. Les revenus projetés sont alentour de 340 000 par année, mais il est possible d'avoir un équilibre dès la 3e année, je pense, s'il y a des efforts qui sont faits. C'est sûr que dans n'importe quel projet, il y a du travail à faire, que ce soit des commanditaires possibles, il y a plein d'opportunités, mais c'est quand même un service à la communauté, ce genre d'installation-là. On a toutes des arénas dans nos communautés, puis ça nous coûte tout de l'argent. Il n'y a pas un aréna dans la province, je pense au Canada, qui se font de l'argent, mais c'est un service à la communauté. Ce genre d'installation-là, il faut le voir comme une infrastructure qui répond à un besoin dans la communauté, puis c'est un service que les gens vont utiliser, qui est varié. On parle de multisports, mais c'est pas juste un aréna qui sert à un sport ou 2 ou 3 en particulier, mais tu sers beaucoup de personnes à différents niveaux. Les retombées économiques. Donc, j'ai regardé les chiffres un peu, puis on a fait l'évaluation que la construction, c'est, comme je dis, ça peut varier selon l'évaluation qui va être faite, selon qu'est-ce que vous voulez. Ce travail-là se fait souvent conjointement avec des architectes, des ingénieurs, des gens d'expérience, puis selon qu'est-ce que vous voulez vraiment. Mais si on regarde des projets similaires, tu pourrais regarder à l'entour de 13 millions. Les retombées annuelles, c'est à l'entour de 700 000, mais les effets indirects, c'est 1,2 million. Puis quand que je parle de retombées, oui, il va y avoir des retombées annuelles, il va y avoir des retombées quand il va y avoir la construction, mais ça aussi, ça peut être retravaillé. On parle d'économie, faire venir des événements. Il y a plusieurs sports, même des camps, des gens qui cherchent des infrastructures pour être capables d'offrir des camps. Vous donner un exemple, le volleyball, ils cherchent
Il y a des demandes, il y a des 150 jeunes par été qui viennent pour des camps, qui viennent de partout, de toute la province, qui viennent pour des semaines à la fois. Puis ils ont des listes d'attente d'un autre, des dizaines et des centaines de jeunes qui voudraient venir se déplacer dans la région. Mais ça, c'est juste un sport pour une activité, mais il y en a plein des sports de même qui cherchent des infrastructures pour être capables d'accueillir des événements. Puis quand que je parle de rééconomie, comme là, je parle de multisport, on parle de sport, mais ce genre d'infrastructure-là vous ouvre quand même la porte à avoir un centre ou un endroit qui est grand où ce que vous pouvez accueillir des activités ou des événements. Donc, quand ça vient au niveau de la gouvernance recommandée, la gestion municipale est quand même quelque chose direct et quelque chose qui serait plus que recommandé juste parce que c'est une infrastructure importante, puis tu vas avoir cette transparence-là avec les citoyens. Tu vas avoir assuré une stabilité, mais un comité consultatif communautaire peut quand même être intéressant juste pour qu'il y ait le pouls de la communauté, puis de voir, faire les liens avec les gens de la communauté et les différents sports. Mais au niveau de, comme je dis, de contrôle, je pense que ça serait important avec un investissement majeur de même que ça soit géré au niveau municipal. Un peu comme que c'est le cas pour les arénas puis d'autres infrastructures majeures. Le choix stratégique sur la surface. On dit tout le temps que si on essaye de plaire à tout le monde, on risque de plaire à personne. Puis selon les discussions avec plusieurs centres multisports, certains ont fait ces erreurs-là, certains ont fait des décisions qui visaient certains sports spécifiques. Mais je vais donner l'exemple à Edmundston. Eux autres, ils ont essayé de plaire à tout le monde. Ils ont fait comme une surface qui pensait qu'il pouvait plaire à tout le monde, mais finalement, il n'y a personne qui aime la surface. Il s'est utilisé quand même, mais je pense qu'ils ont tellement vu grand, puis même le centre, ils ont tellement vu ça grand que c'est pas toutes leurs installations, toutes leurs salles qui est bien utilisée. C'est quand on viendrait à faire les décisions stratégiques avec les spécialistes, les architectes, il faudrait vraiment que le comité se base avec ce qui est demandé dans la région. Puis c'est sûr que certains sports que j'ai mentionnés qui sont plus convoités ou ce que tu risques d'avoir beaucoup plus de population, plus d'utilisateurs, c'est là qu'il faut viser. Donner l'exemple, à Edmundston, il y avait un mur d'escalade. Ça sonne super intéressant, puis on va se dire « Ah oui, ça pourrait être intéressant dans la région », mais les autres, ils l'ont fait, puis c'est pas très convoité, c'est vraiment une grande salle qui coûte de l'argent, c'est très coûteux. Puis on dirait que ça n'en vaut pas vraiment la peine. Ils l'ont pas vraiment dit, mais ils l'ont dit indirectement, ça vaut pas la peine. C'est qu'il y a beaucoup de choix stratégiques qui devraient être faits pour s'assurer de cette viabilité de ce projet-là qui est énorme. Mais pour la surface, je dirais, comme tu le bases sur les sports les plus populaires tout de suite et grandissant dans la région, que ce soit pour les vieux, pour les jeunes. Le pickleball en est un. Tu as des sports classiques, mais qui est beaucoup en demande à la région qu'on peut considérer. Mais il y en a un que je recommande moins de s'adhérer, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui l'auraient souhaité, d'avoir le tennis intérieur, mais ça demande quand même une surface particulière qui ne se jumelle pas avec les autres surfaces nécessaires pour tous les autres sports. Donc, ça serait quand même difficile. Je suis sûre qu'il y a peut-être que j'ai essayé d'en trouver, mais il n'y a pas de surface amovible de tennis pour l'instant, mais il y a beaucoup de surfaces amovibles disponibles pour d'autres sports. On l'a vu souvent dans les compétitions comme les Jeux du Canada, il y a des disponibles pour comme le badminton, le volleyball, le mini-handball. Il y a plein de sports où tu peux avoir ces petits tapis-là. Ça serait juste faire sûr qu'on ait du rangement nécessaire pour être capable de le mettre de côté. Mais au moins, là, ça t'offre l'opportunité de ne pas faire plein de surface puis avoir une grosse bâtisse trop gros puis avoir trop d'espace, puis après ça, pas être capable de louer. Mais là, tu le fais un petit peu plus petit, sauf que tu as les installations, tu as les choses que tu peux utiliser puis le mettre sur la surface. C'est que tu n'as pas besoin d'aller super gros, tu peux aller un peu plus petit, mais avoir l'équipement nécessaire pour être capable de répondre à plusieurs utilisateurs. C'est quand que je parle de la polyvalence puis le niveau stratégique des surfaces, c'est un peu de ce côté-là. Vous n'allez jamais être capable de plaire tous les gens qui veulent utiliser ou avoir des surfaces intérieures. Mais si vous ne voulez pas aller trop gros, puis que ça soit réaliste puis conservateur, le projet, il faudra considérer de maximiser là, juste un certain pourcentage. Là. Donc,
le plan de mise en œuvre, c'est sûr qu'une étude comme celle-ci va juste démontrer, puis il y a beaucoup d'informations, pour beaucoup de statistiques dans le guide, puis qu'est-ce que je vous ai proposé, donc j'espère que vous avez eu la chance de le regarder. Mais c'est sûr que les détails, que quand tu viens à être obligé de passer à tous les petits détails que tu aimerais bâtir, il faudrait vraiment faire le travail avec un architecte puis les ingénieurs pour être capable de vraiment chiffrer exactement qu'est-ce que vous voulez. C'est que pour aller jusqu'à là, mais moi, je recommanderais de faire un comité, un genre de sous-comité pour travailler exactement qu'est-ce que vous voulez. Puis après ça, c'est regarder c'est quoi le financement. Il y a des différents financements, puis je l'ai mentionné dans l'étude aussi, qui est disponible au niveau des municipalités, mais aussi avec des OSBL. Ça dépend si tu veux travailler avec des groupes pour être capable de trouver de l'équipement pour vous aider. C'est pour ça que c'est recommandé aussi d'avoir ce comité-là avec la municipalité. Puis tu as des gens dans la communauté aussi qui sont intéressés d'investir dans ce genre de projet-là. Donc, c'est important d'aller voir, quand ce comité-là va regarder, ça va être regarder le budget puis voir qu'est-ce qu'il y a les possibilités, puis qu'est-ce qu'il y a les levées de fonds peut-être qu'on peut faire pour aider à faire voir ce projet-là. Donc, le comité, les recherches de financement, les demandes de financement, le plan et devis. Puis c'est sûr que il y en a des fois qui vont aller voir le plan et le devis en premier, mais c'est que ça serait important quand même de vraiment regarder c'est quoi les besoins, c'est quoi la capacité financière. Puis après ça, là, tu peux travailler sur les plans et devis de qu'est-ce que vous voulez aller chercher. Parce que là, vous allez travailler en l'envers, vous allez faire des plans et devis, ça va être trop haut, ça va être trop bas. Vous allez retourner. C'est que des fois, on vire en rond. Là. Puis je sais des fois qu'on va aller rapidement en faisant tout ce travail-là. Mais ça serait s'asseoir puis dire, OK, nous autres, on vise ceci, voici qu'est-ce qu'on veut présenter, comment d'argent que ça va nous prendre, comment d'argent qu'on pense qu'on peut ramasser pour ce genre de projet ici. En regardant un peu le barème, puis après ça, là, c'est le plan et devis. Puis c'est sûr, à long terme, c'est la construction. Mais la construction, moi, je dirais, ça serait vraiment à long terme. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, puis c'est pas quelque chose que tu peux presser. Même si tu commencerais cette année, je dirais pas avant 2 ans. La plupart des gros projets comme ça, c'est pas avant 2 ans. C'est quelque chose que tu planifies à long terme, ce genre de projet-là, puis d'infrastructure majeure-là. Donc, le centre, c'est pas juste un bâtiment, c'est un investissement. Puis je l'ai mentionné au début, c'est un peu comme les arénas. Si tu t'investis dans un service pour la communauté qui est en demande, puis comme je dis, c'est quelque chose qui est très attirant pour les familles, pour les gens, de vouloir rester dans la région. C'est quelque chose de moderne qu'on n'a pas dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick. Puis je pense que ça serait quelque chose qui ressortirait du lot, au niveau de la santé, le mieux-être de votre communauté. J'ai été conservateur dans plusieurs des budgets puis plusieurs du travail financier. Puis je pense vraiment que, comme je dis, ça ne sera pas viable financièrement là. Puis ça se peut que ça ne soit jamais, ça ne va jamais vous ramener plein de fonds. Mais il y a beaucoup d'opportunités que ça ne vous coûte pas les yeux de la tête comme un aréna le ferait. Je pense qu'ici, il y a des gens ou des utilisateurs très variés qui pourraient utiliser l'infrastructure. Donc, je pense que c'est pour ça que ce genre de service-là serait très bon pour Belle Bay. Merci beaucoup pour la présentation. On va passer aux questions. Gaston, tu as une question? C'est Mylène pour la présentation. Tu as mis deux volets. Tu as le 1 et 2, c'est les superficies du bâtiment. Oui. Les deux, c'était vraiment juste basé sur la superficie. OK. Puis, quand je dis sur la superficie, mais le plus gros que c'est, le plus d'utilisateurs tu as besoin pour être capable de mieux financer ou de payer pour cette infrastructure-là. Puis, si je regardais le montage financier, puis même juste le coût initial pour ce genre de bâtiment-là, moi, je recommandais d'aller avec la plus petite option, donc l'option 1. Qui était le 13 millions? Oui, c'est ça. Si tu vas option 2, c'est quoi? Il y en a un qui allait dans les 20 000. C'est qu'il y avait plusieurs options, là, puis là, il faudrait que je le... OK. Ouais. Mais lui, c'est celui ça, que tu c'est la plus recommandes. petite, c'est ça. Merci. Il y aurait d'autres questions? Merci. Merci Mylène pour la présentation. Puis c'est toujours un travail qui
qui est compliqué à l'étude de faisabilité pour estimer les coûts, parce que c'est ceux qu'on va se rappeler. Puis C'est un estimé. quand ça va doubler, ouais. Puis nous, de notre côté, c'est la faisabilité du projet. Ça fait que si ça part de travers, c'est pas ça. Je me demandais, dans l'étude, j'avais pas vu le 13 millions, 20 millions, on mentionnait 8 millions et 11 ou 12 millions. La question que j'avais là-dessus, c'est un petit peu toutes les contingences qu'on va retrouver. Dans l'étude, c'était mentionné 10 à 15%, plus les contingences inclus. Quand on regarde un petit peu les ressources aux ordres des architectes, ils disent qu'à cette étape du projet, on est plus à entre 20 et 30%. Plus après ça, on ajoute des frais d'ingénieur, d'architecte, ce qui a fait qu'on part d'un prix de construction, on peut l'augmenter de 40%. Après, si on part sur devis estimé en 2027, construit en 2028, inflation, et puis on a plus souvent vu des appels d'offres qui étaient au-dessus qu'en dessous. Ça veut dire que la recommandation, ça serait de pas retenir ce chiffre de 13 millions, mais de dire, estimez bien vos besoins. Bien, je vais mentionner, tu sais, j'ai monté le chiffre dans ma présentation juste parce que depuis que j'ai fait le premier travail, j'ai retravaillé un peu avant de préparer ma présentation, puis c'est sûr qu'il y a des coûts qui ont monté, c'est que il y a déjà un peu d'inflation sur beaucoup de coûts. C'est que c'est pour ça que j'ai monté un peu les coûts, là. Puis ça, c'est la plus petite option, je dirais, c'est 13 millions pour ce genre d'infrastructure-là. La deuxième monte de beaucoup, là. Ouais. Ça fait que la recommandation, ça serait de bien travailler avec nos groupes locaux, définir les besoins, et une fois qu'on a bien les besoins, de seulement faire un estimat à ce moment-là pour éviter de se dire on part sur 8, on se retrouve à 32. C'est ça, parce que j'ai vu beaucoup de projets qu'on a travaillé comme, de vraiment proche des détails au niveau financier, mais la minute que tu arrives dans les devis, il y a beaucoup de choses qui changent, puis il y a beaucoup de petits détails qui changent. Puis moi, dans les études qu'on a faites, c'est sûr qu'on regarde tout le temps aux chiffres, les 15%, les 10%, mais je suis consciente que des fois, les prix montent, là, mais dans tous les projets qu'on a faits, c'est à peu près ces pourcentages-là. Mais il faut tout le temps s'attendre qu'au niveau de la construction, puis le plus tu ajoutes des années, que les coûts vont monter, là. Ouais. Puis il y avait aussi au niveau d'Edmundston, c'est vrai qu'ils disaient ils ont voulu bien faire et puis ça marchait pas autant qu'ils voulaient, donc c'était vraiment important de passer du temps dedans, mais c'est vrai que c'était un besoin. Merci pour l'étude. Est-ce qu'on aura la version avec les nouveaux coûts dans l'étude? Oui, je peux faire ça. Oui, je l'avais faite juste au niveau de la présentation, là, mais je peux te préparer. J'ai une feuille de sommaire que j'ai préparée que je peux vous envoyer. Mais comme je dis, ça peut changer souvent dépendant des... C'était tout. Merci beaucoup. Madame Couturier. J'ai peut-être manqué une présentation, mais je me demande, le projet était pour être où il devait être installé si jamais on allait de l'avant avec le projet? Est-ce que ça a été déterminé? Non, moi, il ne m'avait pas demandé un endroit spécifique, là. Oui, c'était juste si c'était un besoin dans la région. C'est sûr que moi, je recommanderais de le faire plus proche de l'aréna, mais ça dépend ça donne pas beaucoup d'espace au niveau de stationnement. Mais au niveau d'infrastructure, je trouve que c'est une belle opportunité. Mais au niveau d'endroit, je n'avais pas été... OK. Puis peut-être que dans le mandat que vous avez reçu, on vous a parlé plus de sport qui est déjà connu ou déjà dans la région. Mais je me demande si ce ne serait pas bon aussi d'explorer d'autres offres de loisirs et de sport, entre autres au niveau des arts martiaux, au niveau peut-être... je ne sais pas, est-ce que c'est un bâtiment unique ou il y a une palestre à côté? C'est sûr qu'il y a d'autres opportunités. Puis les sports de combat, c'est des tapis. Puis il y a c'est des choses... Quand que je parle de surface amovible, ça serait le genre de choses. Mais un des défis qu'ils ont eu à Edmundston, c'est qu'ils n'ont pas prévu d'espace de rangement. C'est qu'ils ont manqué beaucoup de rangement. Mais ça, c'est une des choses qu'eux autres avaient. C'est juste des tapis qui pouvaient changer l'endroit. Mais il y a des sports comme le racquetball. Il y a beaucoup de sports qui m'ont été apportés, puis il y a plusieurs centres multisports qui avaient beaucoup... Ils ont essayé de tout faire. Ils ont même la piscine, ils ont le pickleball, puis là, ils font ces genres de sports-là. Mais c'est pas assez utilisé que là, ils ont commencé à les utiliser pour d'autres choses. Puis là, ils mettent les tapis dans le terrain jusqu'à le pickleball, parce que le pickleball n'est plus vraiment utilisé. Puis comme, on dirait que ça fait comme un gros miss, mais je pense que ça serait plus... viable pour vous autres, puis plus facile de gérer si vous vous concentrez sur certains sports. Puis ceux-là de combat, c'est sûr qu'il y a c'était moins en demande. Je n'ai pas vraiment eu la demande, mais c'est le genre de choses que eux autres ont juste sorti les tapis, mais il faut juste avoir les endroits pour mettre ce genre de tapis-là. En tout cas, c'est parce que si on veut offrir des activités de loisirs puis sportives à une clientèle variée, il faut varier aussi, pas seulement des jeux de balles, pas seulement des jeux de raquettes. Alors, c'est pour ça que j'apporte
ces idées-là dans notre réflexion pour plus tard. Entre autres, peut-être même du cheerleading, de la gymnastique. Je sais que la gymnastique, il y a beaucoup d'équipements, mais je veux dire, il faut aussi développer quelque chose qui est unique, qui n'est pas ce que les autres offrent. Puis même du tai chi, ça ne demande pas d'équipement. Le yoga, parce que nos salles sont quand même assez restreintes, alors c'est pour ça que pour le conseil actuel et pour le conseil futur, je propose qu'on élargisse cette vision-là sur le centre multisport. Puis je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, ce centre-là, dans le fond, comme moi, je parlais de surface, là, mais tu sais, ça peut accueillir beaucoup. Tu sais, n'importe quel gymnase peut accueillir n'importe quelle sorte de sport, là. Mais il y en a juste certains qui étaient plus difficiles à accueillir. Puis j'ai donné l'exemple du tennis, puis j'étais une grosse amateur de tennis, donc ça me désolerait, je trouve que... Mais je pense que ça serait un coût beaucoup trop élevé d'ajouter une surface spécialisée juste pour ça. Ils peuvent le faire sur les terrains actuels, mais c'est pas l'idéal. Mais autre que ça, il y a la majorité des sports, tu sais, qu'il y ait des tapis ou qui se font dans les gymnases, peut se faire dans ce genre d'infrastructure-là. Comme je vois le nombre d'utilisateurs très, 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 très varié dans ce genre d'infrastructure-là. D'autres questions? Ben, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Je prends ma retraite. J'étais prêt. Et de retour, donc passons au point 3.3, présentation du cadre municipal de soutien aux initiatives citoyennes vertes par Vincent Poirier, qui sera un peu, je pense, une saison 3 de la présentation de nos incitatifs dans ce domaine. Oui, mais je vous promets de prendre moins de temps que la session 1, surtout après ces deux belles présentations-là. Donc, juste pour mettre un petit peu en contexte, les municipalités qui ont constitué Belle Baie avaient diverses initiatives vertes à l'époque. Qui ont, disons, expiré, si on veut, avec la fusion. Donc ça, c'est une tentative de ramener quelque chose qui va être éligible à tout le territoire, à tous nos citoyens. Donc, je vais commencer par le présenter. Donc, ça va vraiment se focusser sur deux cibles, l'eau potable et puis les déchets. Puis je pense que vous avez appris après une présentation. Moi, je ne fais pas dépenser de l'argent à la ville si ça ne rapporte pas de l'argent à la ville. Donc, c'est un peu la même chose là. Donc, au niveau de l'eau potable, le coût actuel au niveau du secteur Beresford, c'est 9,75 pour 1000 gallons d'eau potable qu'on achète à la ville de Bathurst. Donc, c'est sûr, réduire le coût, le nombre de gallons consommés a un impact au niveau du coût. À Petit Rocher, c'est un peu différent parce que le coût unitaire n'est pas vraiment calculé. Là. On appartient à l'usine, mais c'est sûr qu'il y a un coût qui existe quand même pour produire l'eau, que ce soit l'électricité, la distribution, etc. Et puis, on a vu cet été avec nos secteurs non incorporés, avec des citoyens qui ont eu des problèmes avec leur puits, qui se sont asséchés avec la sécheresse. Donc, c'est pas nécessairement un coût à la ville, mais c'est quand même nos citoyens. Donc, si on peut les aider à diminuer leur consommation d'eau, puis préserver leur puits, ben c'est gagnant pour tout le monde. Faut mettre un bémol quand même au niveau du coût de Beresford, parce qu'une baisse de notre consommation totale pourrait amener une hausse du coût unitaire à cause de la nature de notre contrat avec la ville voisine. Au niveau des déchets, il y a aussi un coût. Donc, pour enfouir les déchets, c'est 72 $ la tonne. Donc, la dépense annuelle de Belle Baie, c'est environ 317 000 $. Puis, selon Statistique Canada, donc c'est pas les données de Belle Baie directement, mais 28% des déchets ménagers seraient compostables. Donc, c'est la moyenne canadienne. Donc, il y a 88 704 $ de coûts annuels qui seraient potentiellement évitables si on pouvait détourner tous les déchets organiques. Donc, l'objectif du programme, c'est vraiment soutenir des initiatives résidentielles favorisant la conservation de l'eau potable, la réduction des déchets envoyés à l'enfouissement, puis il y a le dernier volet aussi qui est le verdissement des propriétés privées et des espaces publics. Donc, en termes de généralité, chaque ménage est admissible qu'une seule fois à chaque subvention. Puis, contrairement à nos autres incitatifs qui sont plutôt pour les entreprises, la TVH, dans ce cas-là, sera éligible parce que les particuliers ne peuvent pas le réclamer. Donc, au niveau de la conservation de l'eau, donc, première initiative, c'est les barils récupérateurs d'eau de pluie. Qu'est-ce qui est proposé? C'est 50% du coût d'achat jusqu'à 100 $.
Donc, un peu de statistiques là-dessus. 51% des ménages canadiens arroseraient leur pelouse au moins une fois pendant l'été. Ça vient de Statistique Canada. Puis 82% des ménages avec jardin arrosent ces espaces-là. Donc, un baril, ça pourrait économiser, selon les calculs statistiques, jusqu'à 1300 gallons en période de sécheresse. Donc, ça pourrait être intéressant. Puis ça évite aussi d'utiliser de l'eau chlorinée dans le jardin. Donc, ce qui est bénéfique pour les sols à long terme. Le volet 2, c'est les toilettes à faible débit. Ça, c'est une initiative qui est directement copiée de ce qu'on avait à l'époque à Beresford. Donc, ça serait 50% du coût d'achat jusqu'à 100 $ par appareil pour 2 par propriété. Pour une toilette achetée dans un commerce de Belle Baie. Donc, comme tous les incitatifs commerciaux, c'est limité aux achats qui est fait dans nos commerces pour supporter nos commerçants locaux. Donc, l'économie estimée, on parlerait de 12 000 gallons par année pour une famille de 3. Donc, chaque toilette, dans le fond, subventionnée se paye dans la même année là, pour la ville. On a aussi l'option d'imposer ce type de toilette-là par réglementation avec notre zonage là, pour les nouvelles constructions. Ensuite, conservation de l'eau. Le troisième volet, c'est les pommes de douche à débit réduit. Donc ça, qu'est-ce qu'on pourrait explorer, c'est d'en distribuer gratuitement aux bureaux municipaux si on en achèterait en vrac, là, ça serait moins cher de la tête de douche. Et ou un remboursement à 50% jusqu'à 75 $. Donc les pommes de douche à faible débit pourraient économiser jusqu'à 8 700 gallons par année pour une famille de 3. Donc encore une fois, on se repaierait dans la même année pour chaque pomme remplacée. C'est important aussi, pas juste de faire ces initiatives-là, mais de faire une sensibilisation et une communication qui est soutenue dans le temps pour justement informer les gens des impacts de la réduction de la consommation d'eau. Ensuite, l'autre volet, réduction des déchets. Donc, le premier volet de celui-là, c'est la subvention pour les bacs de composteurs et digesteurs domestiques. Donc, on a encore un stock à la ville là, de bacs de compost et des digesteurs domestiques. Donc, ça serait un crédit de 50% du coût d'achat jusqu'à 50 $ pour quelqu'un qui se l'achète dans le commerce. Ou ceux qu'on a disponibles à la ville sont disponibles au prix de 29 $ plus TVH. Le prix régulier d'habitude est 68 $. Donc, pour cet aspect-là, ça serait évidemment jusqu'à épuisement des stocks. Puis il faudrait peut-être aussi considérer un service d'installation. On avait vu la limite de ce programme à Beresford. Des gens voulaient s'en procurer, mais ils n'étaient pas capables de se les installer. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant pour l'adoption si la ville pouvait supporter avec ça. Donc, l'impact potentiel, comme indiqué plus tôt, c'est 1232 tonnes qui seraient compostables annuellement dans la ville. Puis je pense aussi l'atelier et l'accompagnement, ça serait peut-être un beau lien avec le marché. C'est vraiment important de faire de l'éducation sur ce sujet-là pour que nos citoyens puissent avoir un taux d'adoption là, durable pour la ville. Parce qu'on l'avait vu à Beresford, je pense que les gens qui voulaient l'avoir l'avaient eu, puis là, ça avait plafonné. Il n'y avait plus de demande, ça fait je pense qu'il fallait poursuivre avec l'éducation à ce moment-là. Ensuite de ça, le troisième volet, verdissement, plantation d'arbres. Donc, c'est 50% du coût jusqu'à un maximum de 200 $ pour l'achat d'arbres dans un commerce de Belle Baie. Donc, il y a 2 scénarios admissibles. C'est remplacement d'un arbre mort, malade ou abattu en cours avant, ou la plantation d'un nouvel arbre en cours avant pour verdir justement nos milieux puis améliorer l'effet des îlots de chaleur puis l'attractivité de nos rues. Il y a une liste d'espèces admissibles. L'idée de ça, c'est de ne pas planter des espèces invasives. Fait que vous voyez des espèces inéligibles qu'on ne veut pas avoir proche des bâtiments. On a même des espèces exclues dans notre plan de zonage déjà, donc qui ne seraient pas éligibles. Puis toute espèce qui est classée envahissante par la Canadian Coalition for Invasive Plant Regulation. Donc si c'est quelque chose qui est invasif, là, on veut pas favoriser ça. C'est sûr, les données que je vous ai données, c'est basé sur des statistiques de Statistique Canada. Je n'ai pas les données exactes, c'est juste pour vous dire que les scénarios peuvent différer. Donc, le volume d'eau utilisé, c'est pas connu localement. La proportion des matières compostables, c'est une moyenne canadienne, c'est pas nécessairement Belle Baie. Puis il y a des risques aussi, donc comme j'ai mentionné, la baisse de notre volume consommé pour augmenter une hausse du coût unitaire. Puis les chiffres que je vous ai présentés, c'était basé sur des taux de participation puis des trucs comme ça qu'on ne connaît pas vraiment à l'heure actuelle. Donc voilà,
Je vous avais promis que ça serait moins long que la dernière fois. Avez-vous des questions? Marie? Merci, Vincent. Moi, j'ai une question par rapport à la CSR. Est-ce qu'il y a des choses qui se font déjà à la CSR? Je pense au compostage, je pense à ce qu'ils vendent là, à prix réduit. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vont, genre, être en parallèle ou être du dédoublement? En fait, les composteurs qu'on a, ça avait été acheté en collaboration avec eux. Donc, on avait pu renchérir un peu sur le programme qu'ils avaient. Puis je pense qu'ils poursuivent chaque année avec de la sensibilisation et tout ça. Là. Ouais. Et ça, c'est strictement Belle-Bé, là. On n'a pas... Ça, OK. ouais. Merci. Une question? Brigitte? Merci, Vincent, parce que je les attendais depuis longtemps, ces initiatives vertes-là. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse aussi soutenir les citoyens qui veulent acheter des bacs pour recycler leur eau. Il y a un défi quand même par rapport à ça, c'est la prolifération des moustiques. Est-ce que vous allez déterminer le type de bac qui pourra être admissible? Parce que, par expérience, ça peut être très envahissant parce que ça leur fait un milieu propice là, pour le développement des larves. Merci de le mentionner. Je vais vous avouer qu'on n'avait pas pensé à ça. Donc, peut-être qu'on devrait mettre que c'est des bacs fermés ou quelque chose de ce type-là. Puis pas un baril ouvert. Là. Ouais. C'est un bon point. D'autres questions? Non. Puis est-ce que pour préciser, les incitatifs sont complémentaires à ceux fournis par Énergie NB, comme ils donnent des trousses éco-énergétiques, les résidents pourraient également demander des deux côtés, c'est ça? Oui, Énergie NB avait distribué des trousses, il y avait des pommes de douche là-dedans, genre, puis des lumières, là, mais je pense que c'était une initiative ponctuelle qu'ils avaient fait. OK, ouais. À l'époque, là. Ouais, puis vraiment, la seule chose qui s'entrecoupe, c'est les pommes de douche qu'on donnerait à la demande, là, donc il n'y a pas vraiment de... C'est bon, là. Quelqu'un qui n'aurait déjà n'aurait pas de raison de venir en prendre un autre. Là. OK, c'est bon. Ouais. Un dernier tour pour les questions. Merci, Vincent. Et donc, le dernier point, encore une fois. Propose lever la réunion. Puis on va prendre une courte pause de 5 minutes avant de passer au huis clos. Merci à tous.